Bonjour à tous, merci Jacques Broder pour l'invitation. Alors, j'ai prévu de vous parler de quelques effets qui me paraissent suffisamment bien décrits sur le développement cognitif, donc le développement de l'intelligence, on pourrait dire, et affectif des enfants. J'espère que vous allez rester, les collégiens. Vous allez rater la réponse aux questions d'Olivier. Ah, ça c'est vraiment dommage. Il aurait vu la différence entre l'attention et l'attention. On leur présentera la conférence captée à la vidéo. Donc j'ai prévu de vous parler de quelques effets des écrans sur le développement. En fait, je voudrais juste repartir d'un concept qui est cher à Bernard Stiegler, puisqu'il parle beaucoup de pharmacone, de pharmacologie. Moi, je suis médecin et il faut quand même savoir que dans notre société, on se retrouve de plus en plus à prescrire des médicaments psychotropes, des médicaments qui vont dans le cerveau, pour des problèmes de comportement de l'enfant, et donc l'agitation, les problèmes de comportement, l'agressivité aussi. En France, on est remarquablement prudent par rapport à ces questions-là, mais quand on regarde les pays européens et les pays et les États-Unis et le Canada d'ailleurs, c'est dans des proportions qui sont absolument spectaculaires. Donc en fait, on pourrait dire que ça devient un problème de santé publique. Et moi, quand j'entends pharmacologie, je l'entends au sens propre de médicaments. Et quelque part, dans notre démarche, je pense qu'il y a une démarche aussi de prévention de ça, pour qu'on n'en arrive pas. Par exemple, les derniers chiffres aux États-Unis du CDC d'Atlanta, je crois 17 ou 21% de garçons d'âge scolaire qui ont un diagnostic d'hyperactivité avec déficit de l'attention et qui sont susceptibles d'être mis sous traitement médicamenteux. En plus, il y a autre chose, c'est que dans nos sociétés, on met une forte pression sur la réussite scolaire et il y a de plus en plus cette discussion. Maintenant, on pourrait même mettre des gens sous médicaments n'étant pas entre guillemets malades. Je pense à la demoiselle qui disait « je ne suis pas taré ». D'abord, les psychiatres ne s'occupent pas des tarés, mais ensuite, on demande aux enfants de réussir à l'école. Et réussir à l'école, ça demande un certain nombre de compétences, malades ou pas, idéalement pas malades. Et de nos jours, on peut même augmenter les performances, la capacité à être attentif, etc. par des médicaments. Mais en première instance, il faut quand même se poser la question de comment ça se développe, cette attention. Je voudrais aussi dire que c'est pas facile de dire du mal des jeux vidéo et des écrans. Bon, c'est évidemment pas facile devant des gens de 15 ans, mais c'est pas facile tout court, sans passer pour un vieux con. Il y a quelques années, le message était très clair du point de vue éducatif. On savait que la télé, c'était pas un grand succès. C'était passé dans les mœurs, voilà. Et puis maintenant, il y a un travail actif de communication, on pourrait dire des public relations, les sophistes dont parlait Bernard Stiegler tout à l'heure. Et alors à ce titre, je vous recommande chaleureusement un livre qui est recommandé régulièrement par Noam Chomsky, linguiste et activiste américain, qui s'appelle Propaganda, qui est un livre de 1923 d'Edward Bernays, qui se trouve être le neveu de Freud par ailleurs, et qui est le père de l'industrie des public relations aux États-Unis. Et il raconte l'histoire suivante. Quand les fabricants de cigarettes ont pris conscience qu'ils ne touchaient que la moitié de la population, les hommes, ils se sont demandé comment est-ce qu'ils allaient pouvoir rendre acceptable le fait de fumer aux femmes. Et Edward Bernays raconte comment il a orchestré le fait de mettre des jolies filles sur un char d'une manifestation féministe, de sortir tout en même temps une cigarette, de dire aux journalistes avant que ce moment-là, il faudrait qu'ils le photographient, comme ça il sera en couverture des magazines. Et dans les interviews, les filles, on leur avait écrit leur script, il fallait qu'elles disent « mais ce ne sont pas des cigarettes, ce sont les torches de la liberté ». Et donc à partir de ce moment-là, le féminisme, le tabagisme a été associé à une lutte féministe, et c'était intelligent, parce que moi je connais des gens, des femmes françaises, profs d'université, qui disent elles-mêmes que, 70 ans à peu près, qui disent elles-mêmes que leur mère et elles-mêmes se sont mises à fumer aussi dans cette idée de féminisme. Donc c'est dire comment on peut arriver à modifier nos représentations. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc la télé était plutôt mal vue du point de vue éducatif, même si je ne vais pas discuter du point de vue divertissement. Évidemment que pour se divertir, c'est sympa. Mais on savait que du point de vue éducatif, c'était quand même pas un succès. Et là, progressivement, il y a tout un travail de relations publiques qui
modifie notre perception du jeu vidéo et de la télé, mais enfin en tout cas du jeu vidéo très clairement. Et alors je vais donner quand même deux exemples qui me plaisent bien. Le fait qu'on parle maintenant d'objets culturels et d'œuvres d'art en parlant du jeu vidéo, et en particulier qu'on ait pu orchestrer, on sait que les musées vont pas très bien financièrement, donc qu'on ait pu orchestrer une exposition au Metropolitan Museum of Art de New York sur les jeux vidéo, et puis plus récemment une exposition au Grand Palais sur les jeux vidéo. Donc là tout de suite ça donne un statut d'œuvre d'art à un objet qui jusqu'à présent n'avait pas forcément une réputation merveilleuse. Et puis, il faut savoir que c'est une des industries les plus subventionnées. Alors aux États-Unis, un article du New York Times du 10 septembre 2011 et qui nous le dit d'une façon amusante, puisque même l'industrie du pétrole s'en indigne. On lit dans le texte « Pourquoi le gouvernement devrait-il subventionner une industrie mature et profitable dont la principale contribution est de créer de l'amusement et parfois du divertissement antisocial ?» J'aime bien la phrase parce que c'est l'industrie pétrolière qui s'indigne de l'argent qui est donné à l'industrie du jeu vidéo. En France, on a eu plus récemment l'avis de l'Académie des sciences, qui à mon avis est un très beau travail de communication et qui opère une subtile distinction donc, entre télévision, qui serait un mauvais écran parce que passif et non interactif, et plutôt déconseillé donc, et par contre les outils numériques qui, je cite, posséderaient une puissance inédite pour mettre le cerveau en mode hypothético-déductif. Ça ne veut rien dire, mais on comprend que ça doit rendre intelligent, c'est page 37. Les tablettes visuelles, tenez-vous bien, et tactiles, apprend-on, sont le format le plus proche de l'intelligence des bébés. Ça, c'est remarquable aussi, parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui soutient ces propos-là, et suscite au mieux l'éveil précoce des bébés 0-2 ans au monde des écrans. Je vous recommande, à propos, si vous n'avez pas encore vu, d'aller voir sur le site de Fisher-Price leur jeu qui s'appelle Aptivity, c'est donc un A2P-Tivity, comme Activity, mais avec application. Et donc, c'est un siège bébé avec un bras articulé pour mettre l'iPad devant le bébé. Voilà. Et en dessous, il y a des réactions de parents qui sont plutôt horrifiés, ce qui est quand même rassurant sur les réactions du public à ce genre de choses. Voilà, on avait publié une réponse à l'avis de l'Académie des sciences avec Michel Desmurget donc, et Sophie Géel et Laurent Bègue, qui est professeur de psychologie sociale. C'est dans Le Monde, vous pouvez le trouver sans problème sur Internet. Et ça avait été co-signé par une 50aine de chercheurs sur le sujet. En fait, il y a un assez bon consensus du côté des chercheurs sur les effets plutôt négatifs qui ont été minimisés par l'Académie des sciences. Même Daphné Bavelier, qui est une chercheuse connue pour dire toujours du bien des jeux vidéo, a dit publiquement dans une conférence à laquelle j'étais qu'elle était étonnée de voir à quel point le tableau était rosy, édulcoré de ses propres recherches, et à quel point elle avait été gênée de voir que la question de l'addiction aux écrans avait été totalement escamotée par l'avis de l'Académie des sciences. Donc même Daphné Bavelier le disait il y a 2 mois. Voilà, donc je vous disais, donc très subventionné, des aides substantielles, et ne croyez pas que ce soit uniquement aux États-Unis, puisqu'on a aussi un rapport de 2013 du Sénat qui nous dit les choses suivantes. L'industrie française du jeu vidéo a plus que jamais besoin de considération institutionnelle pour se développer et attirer les investisseurs. Je crois que c'est là qu'est le souci. Le jeu vidéo constitue un moteur de croissance qu'il serait imprudent de ne pas considérer, notamment en raison de l'interaction de ce secteur avec celui des nouvelles technologies. La gamification de la société constitue un enjeu économique de premier ordre. Donc voilà, je pense qu'il n'y a donc pas trop de doutes sur les motifs qui font qu'on dit généralement beaucoup de bien du jeu vidéo dans les médias grand public. Et plus récemment, c'est-à-dire il y a 4 jours, je crois, le site France Diplomatie nous apprend que le jeu vidéo, donc, qui bénéficie en France d'aides substantielles, de crédits d'impôt et autre chose, est une priorité des pouvoirs publics. Et donc, la France serait le 2e plus gros producteur de jeux vidéo dans le monde, avec 3 milliards de revenus générés en 2012, 5 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Et il paraît qu'on a même créé un genre de jeu vidéo en France qui est le survival horror, horreur de survie, je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, dur d'en dire des choses négatives. Cela dit, c'est comme si on testait à grande échelle sur les enfants un nouveau médicament dont on connaît quand même un certain nombre d'effets négatifs, dont on prétend qu'ils ont des effets positifs, mais qu'on ne connaît pas encore très bien eux. Je ne sais pas dans quel contexte on accepterait de tester un médicament sur tous les enfants de la population en sachant un certain nombre d'effets négatifs, mais par contre en n'ayant aucune idée des indications, puisqu'on les cherche encore, les indications dans le sens des effets très très positifs.
Alors, on a fait en 2012 avec Michel Desmurger un petit article pour les pédiatres qui s'appelle « Effet de l'exposition chronique aux écrans sur le développement cognitif de l'enfant ». C'est paru dans les archives de pédiatrie. Et ça résumait un certain nombre d'effets qui nous paraissaient très clairement démontrés, enfin de façon robuste, par la littérature scientifique. L'exposition aux écrans, alors entendez-moi bien, une sorte l'exposition massive, c'est-à-dire le temps passé devant les écrans est corrélé à un certain nombre de choses, et plus on passe de temps, plus la corrélation est forte. Mais donc les 5 domaines qu'on avait abordés, c'était la réussite scolaire. A priori, passer beaucoup de temps devant les écrans est nocif à la réussite scolaire, je pense que la plupart des parents le savent. 2, on avait pris le développement du langage, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent, et c'était triste un peu ce que disait le jeune garçon pour sa petite sœur, mais que l'exposition massive aux écrans chez les bébés est un facteur de retard du développement du langage, mais dans des proportions qui sont très très importantes, et même la télévision passive. Et c'est logique d'une certaine façon. Le cerveau, il a s'approprié le langage, le bébé s'approprie le langage sur les choses qui sont importantes pour lui. Regarde le verre, regarde la bouteille, etc. Et pendant ce temps-là, on lui met un bruit de fond qui est du langage. Hein, imaginez-vous en train de faire une dictée musicale avec quelqu'un qui joue du piano dans la pièce à côté. C'est pas possible. C'est une sorte de parasite en fait du point de vue du bébé. En plus, après, plus tard, il y a, par rapport au développement du langage, on sait que même la lecture intervient dans le développement des capacités langagières. Par exemple, ce que les orthophonistes appellent la conscience phonologique se développe aussi quand l'enfant apprend à lire. On dit que c'est un prérequis à la lecture, mais aussi les zones du langage qui lui sont rattachées se développent parce qu'on apprend à lire. Or, quand on parle des effets des écrans, en fait, on généralise, mais il ne s'agit pas seulement des effets des écrans, il s'agit aussi des effets de ce qu'on ne fait plus puisqu'on est devant les écrans. Or, la lecture était un moyen de développer la conscience phonologique. Voilà pour la lecture. L'attention, c'était évidemment pas au sens où l'a compris le jeune Olivier tout à l'heure, hein, des parents qui donnent de l'attention. C'est la capacité à diriger notre esprit sur quelque chose et à le diriger de façon intentionnelle. Or, les écrans utilisent beaucoup un module du système de l'attention qui est, quand ça bouge dans mon environnement, je détourne le regard, mais celui-là, on l'a dès la naissance et malheureusement, il n'a pas beaucoup besoin d'être entraîné. Celui qui a besoin d'être entraîné, c'est au contraire celui de je choisis de diriger mon attention. Il y a un article qu'on a fait, qui est paru dans le journal Le Cercle Psy du décembre, janvier, février, avec donc une journaliste que vous entendrez tout à l'heure, psychologue Héloïse Junier, et ma collègue Sabine Duflo, que vous entendrez aussi tout à l'heure. Voilà, donc sur la question de l'attention, je peux vous renvoyer à cet article, comme ça va faire un peu plus rapide. On sait aussi que beaucoup d'écrans, c'est moins de sommeil. Or, on est un peu tous en dette de sommeil, et le sommeil, c'est mauvais pour les apprentissages. C'est mauvais pour la qualité, c'est mauvais pour la quantité. Pour la quantité, si on consomme, malheureusement, on s'endort plus tard, et les enfants en particulier, si l'écran est dans la chambre. Et pour la qualité, parce que quand une télé fonctionne pendant le sommeil, comme c'était le cas pour la petite de tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris, c'est pas non plus l'idéal. Et or, le sommeil donc, a été un élément important des apprentissages. Donc, compte tenu de tout ce que j'ai dit, déjà, on peut imaginer que c'est pas idéal, beaucoup d'exposition aux écrans pour le développement d'un enfant. Et la question c'est pas parce que je tue sur l'ordinateur que je tue en vrai, bien entendu que c'est pas parce qu'on tue sur l'ordinateur qu'on tue en vrai. Il se trouve qu'il y a beaucoup de tueurs qui par ailleurs jouaient beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui jouent qui ne deviennent pas des tueurs, il y en a beaucoup plus. Par contre, il est clair qu'il y a une augmentation de l'agressivité. Ça peut être de l'agressivité verbale, mais même si on n'envisage pas seulement l'agressivité, l'anxiété simplement, l'anxiété sociale. Hein, jouer beaucoup à des jeux de tuerie, en général, ça fait des enfants plus inquiets ou plus sur la défensive. Et ça se voit dans les comportements. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement bien décrites. Et il y en a une dernière que je voulais rajouter, qui n'est pas dans notre article, qui finalement était surtout sur les effets cognitifs, c'est que l'écran
empêche, à mon avis, et plus encore chez les enfants qui ont cette fragilité-là, à développer ce que Winnicott appelait la capacité à être seul, qui est un élément déterminant du développement psychologique, de l'autonomie psychologique. Et cette capacité de seul, c'est ce qui permet à l'enfant de jouer seul, mais jouer au sens des jeux d'imagination, des jeux de construction, ce genre de choses. Donc là, je parle de petit. Et c'est aussi cette capacité qui nous permet après de nous laisser aller à des mouvements de rêverie, qui sont en fait des moments où tout le cerveau est en marche et laisse aller les capacités associatives, l'imagerie mentale, etc. Et certaines personnes, et ça je parle aussi de mon expérience avec des enfants qui vont pas tous très bien et certains sont très agités, etc. Dans le fond, c'est pas forcément leur attention qui est déficiente, c'est cette incapacité qu'ils ont à s'ennuyer et à être seuls. Et ça, c'est malheureusement, pour ces enfants-là, je pense que ce sont les plus gros consommateurs d'écran pour la raison que ça leur donne l'illusion qu'ils sont avec quelqu'un. C'est pour ça que je dis l'écran fonctionne pour eux comme un simulateur de présence. Et on pourrait dire d'une certaine façon que j'ai vu récemment quelqu'un parle d'hyperstimulus ou superstimulus, c'est-à-dire quelque chose qui a été mis dans l'environnement qui leurre l'animal et qui le leurre encore plus que l'objet réel. Donc Konrad Lorenz avait raconté ça avec les oies et en fait là il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire ça nous donne l'illusion d'une présence mais plus que la présence, et malheureusement ça trompe notre système de l'attention et ça nous empêche de développer cette capacité à être seul. Voilà. Je voudrais juste dire en conclusion que j'ai eu un peu l'impression dans des propos de Bernard Stiegler qui pensait qu'on n'avait pas de propositions positives. En réalité, des propositions positives, il y en a très très simples. En particulier, les pédiatres américains en 2009 ont fait un texte de recommandation qui était très bon, qui comprenait quelques recommandations que je vais vous dire parce qu'elles sont tellement rapides. Retirer télévision, connexion Internet et jeux vidéo des chambres des enfants. Faire des choix de médias éclairés, c'est-à-dire en fonction des âges, vous voyez, regardez les recommandations. Limiter le temps d'exposition aux écrans, il disait 1 à 2 heures par jour, tous écrans confondus. Mais quand vous savez que rien que pour la télé, la moyenne est à 3h40, ça donne du travail a priori. Et enfin, éviter les médias écrans pour les bébés et nourrissons de moins de 2 ans. On sait qu'il y a un effet délétère sur le développement du langage, etc. Ce n'est pas des recommandations extrémistes, mais je pense que si simplement celles-là, elles étaient clairement énoncées, et en plus ce qui sous-tend les recommandations, plutôt que de faire croire en permanence, d'ailleurs comme dans le cas du tabac, que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, vous savez, c'est une stratégie de marketing pour le tabac, c'était le doute est notre produit. Tant qu'on entretiendra l'idée qu'il y a un doute, que les gens ne savent pas, en fait on ne proposera pas de politique de santé publique claire et ça n'aidera pas les gens à se déterminer. Voilà, donc ces recommandations étaient raisonnables. Plus récemment, elles sont ressorties en 2013. Il y a eu un travail intense de lobbying, en particulier une lettre ouverte par un psychologue qui dit toujours du bien des jeux vidéo, qui s'appelle Christopher Ferguson. Et ils ont fait une lettre extrêmement agressive, disant qu'il fallait tenir compte des effets positifs des nouvelles technologies, etc. Je vous encourage à regarder le texte de 2013. Le texte de 2009, et je l'ai traduit en français, il est sur le blog Neuroscience Fiction qu'on a fait avec Michel Desmurget. Et le texte de 2013, je ne l'ai pas traduit, mais je devrais peut-être. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on sent qu'il y a eu ces pressions, ils se sont sentis obligés de dire oui, c'est vrai que maintenant on ne peut pas faire sans les écrans, il y en a dans la société, etc. Mais fondamentalement, les recommandations sont les mêmes, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire, si on veut vraiment aider l'enfant à développer son attention, son langage, sa motricité, etc., ces recommandations paraissent toujours raisonnables, d'actualité. Voilà. Et juste, j'ai cette image que je vous aurais montrée si j'avais pas eu un problème d'ordinateur hier, de Wall-E dans la tête, ce dessin animé de Walt Disney, vous savez, Pixar, je crois, où on a les êtres humains qui sont sur des petites choses qui volent et qui passent leur temps à manger des pizzas et qui ont un écran devant le visage. Voilà. Et c'est un peu la prédiction que faisait Konrad Lorenz d'une société où l'homme s'auto-domestique. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intelligent dans cette image de Wall-E. Et je vais peut-être laisser la parole à Loïs. Bien. Merci beaucoup de ces rappels de bon sens. On va passer la parole à Loïs Bonneau, qui est le point de vue de l'enseignant, du professeur de lettres. J'espère que vous m'entendez bien. Alors moi je suis le professeur, donc j'ai pas un point de vue de psychologue, j'ai un point de vue d'enseignant. Je suis professeur de lettres classiques, j'enseigne le grec ancien, le latin et le français. J'ai enseigné en banlieue, j'enseigne dans un grand lycée parisien. Et mon point de vue n'est pas un point de vue de technophobe.
Hein, je démonte des ordinateurs, je remonte des ordinateurs, je crée des applications Android, j'ai un blog, je suis webmaster, je suis web designer, j'utilise une tablette graphique, j'aime les logiciels parce qu'ils me sont utiles. Donc je ne veux vraiment pas prêter ce flanc-là à la critique, puisque c'est souvent comme ça qu'on qualifie les gens qu'on veut discréditer, hein, technophobie. Non, j'utilise la technique. Et je l'utilise même avec mes élèves, hein. Ça fait très longtemps que j'utilise la technique avec les nouvelles technologies avec mes élèves. J'ai même créé, par exemple, alors ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai créé un site sur la mythologie grecque avec mes élèves de 6e. Et maintenant j'ai un site qui est à la disposition de mes élèves pour préparer leur bac de français avec des vidéos, des conseils, des liens, des QCM, etc. Donc ça fait longtemps que j'utilise en fait les écrans. Donc voilà, ça c'est une petite précaution que je prendrai pour commencer à prendre la parole. Je critique le numérique presque de l'intérieur, hein, et puis je critique aussi du point de vue évidemment de l'école. Alors, je vais d'abord rendre hommage un peu aux parents d'élèves, puisque je sais qu'on va les entendre cet après-midi. Justement, en présentant ce site dans une réunion de parents d'élèves, ce site pour les élèves de première qui préparent le bac de français, une mère m'a posé la question de manière très ingénue. Elle m'a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'inviter les enfants à aller sur les ordinateurs? Et j'ai été tétanisé, parce que je me suis trouvé en contradiction avec fondamentalement ce que je pensais, c'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'emmener les élèves vers la lecture, vers la littérature, et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la peau de l'ennemi, en quelque sorte. Et j'ai été amené à réfléchir depuis ce temps-là, et à constater qu'effectivement, d'une certaine manière, les nouvelles technologies étaient l'ennemi de l'école. Et je m'en suis rendu compte en faisant une petite expérience dont vous avez peut-être entendu parler il y a 2 ans, puisque j'ai voulu montrer à mes élèves leur degré d'asservissement, enfin de servitude au numérique, en leur donnant un petit travail, un petit commentaire à faire en début d'année sur un poème baroque. Et je leur ai dit, n'allez pas sur Internet, hein, réfléchissez par vous-même. Et les élèves se sont tous précipités sur Internet, ils sont tous allés sur un site de corrigé, où on leur disait ce qu'il fallait dire de ce poème, évidemment, donc ils ont tout recopié, etc. Sauf que ce site de corrigé avait publié un corrigé que j'avais fabriqué moi-même, truffé d'âneries, avec des contresens graves. C'est ça qui m'embête le plus, parce que si ça avait été intelligent, après tout, ils auraient utilisé une ressource intelligente. Donc j'aurai l'occasion de reparler de tout ça. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que dans le grand mouvement qui est le nôtre, cette espèce de révolution technologique dans laquelle nous sommes, donc je ne vais pas en parler d'une manière générale, moi je vais en parler dans le cadre scolaire. Cette révolution, on voit bien qu'elle passe par une sorte d'angélisme. On en a un peu parlé partout, dans les médias, dans l'école, dans le discours institutionnel, une sorte d'angélisme numérique. Moi j'appelle ça le numérisme. C'est-à-dire l'idée que finalement la technologie n'apporte que des solutions, alors que c'est évident que non. Hein, la technologie peut apporter des problèmes, et même les problèmes peuvent être supérieurs finalement à l'utilité qu'on peut ressortir, qu'on peut trouver dans les outils numériques. Alors, je vois dans ce grand mouvement quatre grandes logiques. La logique commerciale dont parlait Bernard Stiegler, c'est évident. Il y a une évidente logique commerciale qui vise à promouvoir les écrans, et notamment les promouvoir à l'école ou autour de l'école. Hein, on pourrait dire que l'école est une sorte de nouveau marché pour tous ces grands groupes, hein, Google, Éducation, Apple, Microsoft. Il y a un travail intense de lobbying que j'analyse très scrupuleusement sur mon site. Hein, ce travail de lobbying est parfois discret, passe par des sites qui sont supposés être des sites d'information, qui sont en réalité des sites de promotion du numérique. Donc je suis très polémique sur ce sujet, mais il est très important de savoir qui parle et payé par qui. Donc je vous invite à vraiment faire très attention à tous ces sites qui font en quelque sorte la promotion numérique sans avoir le moindre soupçon de regard critique. Ça passe par les réseaux commerces sociaux, évidemment, hein, ce que j'appelle les réseaux commerces sociaux, hein, moi je les appelle plutôt comme ça parce que je trouve ça plus parlant. On voit bien que la publicité aujourd'hui, donc il y a d'autres gens qui en parleront peut-être ce soir, mais la publicité maintenant, son meilleur vecteur finalement, ce sont ces réseaux commerces sociaux. Hein, c'est de passer, c'est gratuit, et les élèves se transmettent entre eux des petits jeux soi-disant éducatifs qui sont en fait truffés de publicité. Hein. Le deuxième grand mouvement, la deuxième grande logique dans laquelle j'inscrirais cette révolution, c'est la position de l'enfant et du parent. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup, évidemment, depuis, disons, un demi-siècle. Je ne pourrais pas vraiment en parler moi-même, mais je vois que le numérique s'inscrit vraiment là-dedans, puisqu'on voit que les parents, en quelque sorte, sont dépossédés encore davantage par les outils numériques de leur autorité parentale. Hein, on voit bien, le téléphone, à partir de quel âge
et quand, enfin, à quel moment de la journée. Ce sont des questions très simples, mais qui montrent bien qu'on a un problème de positionnement parental, qui montre, qui renvoie à d'autres questions beaucoup plus vastes. Hein. Le numérique ne fait que pointer ça de manière très, très criante. Et puis évidemment, il y a toute troisième logique, c'est la logique un peu politique, comme ça que je la vois, qui consiste à montrer en quelque sorte que on n'est pas ringard, on est moderne, on est dans l'innovation, et donc vous allez trouver dans les institutions européennes, au ministère de l'Éducation, et puis dans les régions et départements, des politiques éducatives numériques très très dynamique, très très puissante. Hein. L'équipement en tablette, c'est la dernière mode, l'équipement en tableau numérique des établissements, les collèges connectés, la stratégie de la refondation par le numérique, avec vraiment cette idée que l'école va pouvoir, c'est la quatrième grande logique, trouver une sorte de régénération par le numérique. Alors on est vraiment dans la pensée magique. On voit bien que l'école, enfin c'est mon point de vue, est en train de faire un naufrage. C'est quelque chose qui est terrible pour moi parce que je suis professeur et que j'aime l'école, et qu'il y a cette illusion que le numérique va apporter une sorte de solution magique à ce naufrage. Tout ce qui pose problème, on va pouvoir le résoudre. Je vais vous donner des exemples très concrets, effrayants et concrets, qui sont en place actuellement dans nos écoles, dans nos collèges. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans ces nouvelles technologies, c'est que d'une certaine manière, donc là je vais me faire un peu polémique, ce sont un peu les bouées de sauvetage des nouvelles pédagogies. Alors là, j'ai un point de vue un peu ringard, un peu réac, c'est comme ça qu'on me qualifie en général. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les nouvelles technologies vont apporter aux nouvelles pédagogies qui sont actuellement en train de montrer finalement toutes leurs limites. Hein, on s'aperçoit que ça ne fonctionnait pas. On n'a jamais eu autant réfléchi à l'école que depuis 25 ans. Hein. On fête cette année la révolution en quelque sorte des nouvelles pédagogies dans l'école, c'est-à-dire l'enfant au centre du système, c'était 1989. Donc vous voyez, on fêtera ça en juillet, ça sera la grande fête. En fait, c'était un naufrage, et les nouvelles technologies apportent une sorte de nouvelle chance. C'est extraordinaire. On va pouvoir donner un nouveau sens, par exemple, on va pouvoir faire de la pédagogie. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, avec l'iPad, bien sûr. Hein. On va faire de la pédagogie, on va faire l'école 2.0, l'école 3.0. Il y aura des technopédagogues, on va faire de l'ingénierie éducative. Voilà, c'est tous les mots qu'on peut trouver sur tous ces sites qui font la promotion du numérique à l'école. Alors, pour vous parler un peu des nouvelles pédagogies, de ce qu'elles retrouvent dans ces nouvelles technologies, par exemple, on a le socio-constructivisme, le constructivisme, l'idée que l'enfant va pouvoir apprendre de lui-même. Hein, il n'y a plus besoin de l'enseignant. Finalement, l'enseignant n'est plus que là que pour allumer l'ordinateur, l'éteindre. Je caricature évidemment à dessein. Le socio-constructivisme, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se construire leur apprentissage les uns par rapport aux autres. La collaborativité, le décloisonnement, l'interdisciplinarité. Le numérique va permettre tout ceci. L'horizontalité aussi, l'idée que finalement il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'élèves, tout le monde est à égalité. Vous aurez, c'est ce que Michel Serres appelle la présomption de compétence. Alors je vous renvoie à un article que j'ai écrit, parce qu'on parlait de Michel Serres tout à l'heure et de La Petite Poussette. C'est un ouvrage qui m'a révulsé à sa lecture, donc j'en ai fait une longue critique sur mon site, donc je vous renvoie à cette critique qui s'appelle La culture en Serres, mais L'. Hein. Donc allez lire cet article s'il vous plaît, ou allez lire Écran Total, hein, qui est mon... moi c'est comme Bernard Stiegler, je vous renvoie à des lectures plus longues, mais gratuites, puisque c'est sur un blog. C'est l'avantage. Donc j'ai aucun intérêt là-dedans, si vous voulez, il n'y a pas de publicité, etc. Je continue dans les nouvelles pédagogies où j'arrête l'autodidaxie, finalement, l'idée que finalement les enfants apprennent par eux-mêmes sur Internet. Pourquoi? Ils ont des apprentissages qu'on appelle informels. Puis finalement, il y a une dimension ludique aussi, hein, ça rend l'apprentissage plus agréable, ce que Bruno Harley appelait la gamification. Voilà, c'est ce que j'appelle les nouvelles pédagogies. Elles trouvent un nouveau souffle terrifiant dans les nouvelles technologies. Et elle trouve le soutien paradoxal de certains psychologues. On parlait de Serge Tisseron. Serge Tisseron a des positions incompréhensibles. Hein. N'oubliez pas qu'il a écrit Les bébés zappeurs au début des années 2000. Donc ce monsieur change sans cesse de position suivant les médias dans lesquels il s'exprime. Il faut qu'on soit bien clair sur... alors, tu parlais tout à l'heure de l'Académie des sciences. C'est ce qui pouvait arriver de plus désastreux de ce point de vue-là, puisque l'Académie des sciences a légitimé les écrans en quelque sorte. Alors les écrans nouveaux, comme tu disais, hein, les écrans interactifs, hein, parce qu'ils sont forcément plus intelligents que la télévision. En réalité, ils sont plus dangereux, puisqu'ils sont interactifs, ils laissent encore plus autonomes les enfants avec ces écrans. Hein, l'Académie ne cesse de dire, oui, mais s'ils sont accompagnés, les écrans sont intelligents. Bien sûr, c'est vrai, mais ils ne sont pas achetés pour qu'on les accompagne les enfants.
Vous vous doutez bien qu'avec un temps d'exposition aux écrans moyen aux États-Unis, je vous le redonne quand même parce que c'est intéressant, hein, en 2012, le temps d'exposition moyen des enfants de 8 à 18 ans, c'est 7h30 par jour aux États-Unis en 2012. Comment vous voulez accompagner des enfants pendant 7h30 ? Moi, je pense à ce que disait Serge Tisseron, l'autorégulation, ça n'a aucun sens. L'alternance avec d'autres activités avec 7h30 par jour, ça n'a aucun sens. Tout ça n'a plus aucun sens avec ces degrés de... Alors le problème, c'est que avec les nouveaux forfaits qui ne sont pas très chers, les smartphones qui deviennent moins chers, on arrive maintenant à une période, on est à une sorte de masse critique, hein, puisque maintenant tous les enfants sont équipés de smartphones et de plus en plus tôt. Hein, un quart des élèves de CE1 sont équipés d'un téléphone aux États-Unis. Un quart de CE1. Donc quand même, ça fait réfléchir. C'est de plus en plus tôt. Et 55% des élèves de CM2 aux États-Unis. Hein. Donc ça va venir évidemment chez nous, ça commence à rentrer dans les classes. Voilà, donc je vous renvoie pas, je passe un peu pour vous faire gagner du temps, parce qu'il faut quand même qu'on mange. Alors, quelle forme ça prend dans l'école? Concrètement, à quoi ressemble le numérique quand il rentre dans l'école? Alors, il peut prendre deux formes. Ce que j'appelle le numérique institutionnel. Le numérique institutionnel, ça veut dire que c'est le professeur, l'institution qui promeut des usages intelligents, des écrans, donc ça va être, je sais pas, les tableaux interactifs, ça va être des ordinateurs qu'on va mettre à la disposition des professeurs, des salles informatiques, des chariots nomades, ça change tout le temps, hein. Puis en général ça vieillit très vite et c'est pas très utilisé, c'est une sorte de gabegie permanente. Et puis on commence à faire venir des tablettes de plus en plus tôt, hein. J'ai vu qu'il y avait des expérimentations de tablettes avec des élèves de maternelle dans l'Académie de Paris, avec le soutien du directeur de l'Académie. Personnellement, je condamne ce genre de choses. Je considère que les enfants de maternelle ont mieux à faire que d'être exposés à des écrans. On commence à se dire que ça coûte très cher comme cet équipement, donc ça serait pas mal d'autoriser les élèves à venir avec leur smartphone, puisqu'ils en ont tous maintenant, et puis qu'on les utilise. Hein, après tout, pourquoi pas, ça coûterait moins cher. On est en train d'aller vers ça. Hein. Il y a une étude il n'y a pas très longtemps qui légitimait, qui montrait que les SMS n'étaient pas très graves sur l'orthographe des élèves. Et que du coup, peut-être on pouvait, finalement les smartphones c'est pas si mal que ça, on pourrait peut-être les utiliser en classe. Voilà, j'ai lu ça, hein, j'ai lu ça dans une étude récemment. Il y a aussi tout ce qui sert à faire l'interface avec les parents, ce qu'on appelle les espaces numériques de travail, les ENT, qui vont faire l'interface avec les parents, avec les enfants. Donc on rentre doucement dans l'espace maintenant qui est privé, le scolaire numérique rentre dans l'espace privé. On va même réseauter parfois avec les élèves. Réseauter, c'est-à-dire on va échanger sur Twitter, avec Facebook, je deviens ton ami, je suis ton professeur, confusion des rôles. On va faire la classe renversée, on va proposer des cours à aller visionner sur Internet aux élèves. On va faire des MOOC, alors ça c'est pour le supérieur. On va proposer de l'aide en ligne aux élèves les plus en difficulté. Donc là, je vous renvoie à un dispositif qui s'appelle Décolle, donc je vous en parlais tout à l'heure. Décolle, c'est un dispositif numérique de la nouvelle école numérique flambant neuve, hein, ça sonne toujours bien, ça sonne mieux que vieux réac. Ce dispositif est honteux. Ce dispositif consiste à proposer aux élèves une remédiation en ligne, avec en face un avatar virtuel. On propose ça 2 heures par semaine à des élèves en difficulté dans les ZEP. L'éducation prioritaire devient prioritaire parce que ce sont des cobayes. C'est ça la réalité de l'école numérique. C'est ce dispositif qui est une honte pour l'éducation nationale. Je n'ai pas peur de le dire parce qu'on parlait de guerre tout à l'heure, je venais avec un ton un peu modéré et je suis scandalisé par ce dispositif parce que ces élèves, ce dont ils ont besoin, c'est de professeurs en face d'eux qui les aident à parler, qui les socialisent, c'est pas d'écran. Hein. Et on en est là. Voilà ce qu'on propose. Je ne suis pas en train d'affabuler. Hein. Tapez Décolle sur Internet, D''COL. Moi j'ai appelé ça, je sais plus comment, je sais plus comment j'ai appelé ça. Enfin, tapez Décolle, la vie moderne, vous trouverez facilement toute l'analyse de ce dispositif. Et puis évidemment, ça se traduit aussi par tout ce qui est périscolaire, c'est-à-dire les applications scolaires, ludo-éducatives, tout ce qu'on peut proposer aux élèves pour les aider. Alors il y a tout un marché, hein, évidemment, qui commence à se prospérer sur comment aider, alors c'est plus ou moins intégré dans l'école, hein, comment aider les élèves à progresser. On va même proposer des jeux vidéo éducatifs en classe, hein, aux élèves quand on est un professeur innovant. Il y a aussi une deuxième numérique, c'est le numérique sauvage. Alors celui-là, on ne le contrôle pas. Hein, le numérique institutionnel, voilà, il est payé, contrôlé, à peu près, on sait à peu près ce qu'on fait, plus ou moins. Il y a le numérique sauvage. Le numérique sauvage, c'est évidemment l'utilisation des smartphones dans les classes.
pour des raisons, enfin pour des utilisations qui ne sont pas forcément positives. Échange de devoirs, fraude, c'est presque secondaire, ça, mais surtout distraction, c'est ça le plus important. J'avais un bon exemple comme ça d'un ami qui me disait « mais je ne comprends pas, j'ai offert un smartphone à mon fils en 4e, ses résultats ont chuté ». On a pris le relevé de consommation, j'ai dit « mais ton fils, il passe des coups de fil en classe, pendant la classe ». Voilà ce qui se passe. On n'a jamais réfléchi à ces questions-là. Les téléphones, ils sont entrés dans l'école sans que personne jamais s'interroge. Est-ce que vous accepteriez que des gens entrent dans une école avec une caméra? Ça paraît aberrant, on va dire aux élèves, vous n'allez pas rentrer avec une caméra. Ben, on le fait en fait. On le fait. On le fait en permanence. Bon, alors voilà, ça c'est la première chose. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est parasite le travail scolaire à la maison. Alors les sites parascolaires de qualité diverse, pour dire les choses gentiment. Wikipédia, sur lequel j'ai fait un long article parce que ça pose beaucoup de problèmes. Évidemment, Wikipédia, quelque chose qui pourrait être intéressant, si ça a changé un peu de formule. Les sites de corriger, les sites qui vous dispensent de faire les exercices, les sites qui vous dispensent de lire les œuvres au programme, les sites qui vous proposent des TPE tout fait en première, les sites qui vous proposent des cours carrément tout fait. Sans que les élèves utilisent, sans discernement bien entendu, les forums parascolaires, les réseaux sociaux qui servent à échanger les devoirs à la maison, etc. etc. Bon voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble concrètement, vous savez tous plus ou moins, mais j'ai essayé de faire une sorte de synthèse, négative certainement, parce qu'on peut trouver plein de choses évidemment positives. Ma réflexion, elle irait dans le sens suivant, est-ce que vraiment est-ce qu'on peut considérer les écrans comme un outil, puisque c'est finalement la question qu'on se pose tout le temps. Un outil, c'est prévu pour une utilité, c'est prévu pour un utilisateur. Et je trouve que, je considère moi que le numérique, l'écran en soi n'est pas un outil. Parce que quand on dit que c'est un outil, on dit finalement c'est bien ou c'est mauvais, ça va dépendre de la façon dont on l'utilise. Mais mettez, je ne sais pas, si vous donnez à un enfant une laitue à manger et des bonbons en face, qu'est-ce que va prendre l'enfant? Il va prendre les bonbons. Ben là, c'est la même chose. Vous proposez un écran qui peut faire des choses extraordinaires. Vous pouvez aller sur Gallica, vous pouvez aller sur le CNRTL, faire des utilisations extraordinaires d'Internet. Les enfants, ce n'est pas ce qu'ils font dans la réalité des usages. Ils vont vers la simplicité, ils vont vers la stimulation, ils vont vers tout ce qui va plutôt les conduire dans le sens inverse. Comment on peut considérer comme un outil positif quelque chose qui permet ça? Un outil qui induit un usage pervers n'est pas un bon outil. Ce n'est même pas un outil. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Petite conclusion peut-être avant... Je conclus vite fait. On va essayer de garder quand même un petit temps avec la salle. Hein. Oui, voilà. Excusez-moi, c'était trop long en fait. C'est pas grave, ça viendra dans les questions. Bon, je termine juste avec les conséquences scolaires. Je ne vous donnerai pas de conseils parce que je considère que ça a été relativement bien dit. Les conséquences scolaires qui me semblent les plus graves, alors ce n'est pas forcément ce dont on entend parler dans les médias. Par exemple, l'orthographe qui serait abîmée à cause des SMS, ça j'y crois pas du tout. La distraction en classe, bien sûr, c'est vrai, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les troubles de l'attention, ça devient gênant parce qu'évidemment les élèves ne peuvent plus travailler sur le long terme. On parle de cyberharcèlement, bien sûr, ça existe. L'accès prématuré à la pornographie, évidemment, ça existe. Moi, j'ai déjà rencontré dans une classe de technologie un professeur qui m'appelle au secours parce que je suis le numérique de service, parce que c'était bloqué avec des petits sixièmes sur des sites pornographiques en gros plan, avec des photos en gros plan. Voilà, ça c'est concrètement le numérique tel qu'il se présente sans forcément qu'on le contrôle. Hein. Et je ne vous raconte pas des cracks, hein, c'est la vérité. Ce qui est plus gênant finalement, alors il y a aussi tout ce qui est la fraude, etc. Mais presque pour moi c'est anecdotique. Ce qui est plus gênant pour moi, c'est cette illusion de facilité qui est donnée par l'écran. L'écran, c'est une promesse de facilité. C'est la simplicité du clic. Hein. Et alors évidemment ça va contre toute l'exigence qui est celle de l'école. L'école c'est évidemment l'effort, le travail, la répétition, la mémorisation, la rigueur. Toutes ces choses-là, évidemment le numérique nous en éloigne en fait. Avec toutes ces potentialités extraordinaires, en fait, il nous en éloigne. C'est ça qui est terrifiant. Les conséquences sur l'écriture, sur la lecture. Alors évidemment, on n'a pas attendu le numérique pour voir que les choses se dégradaient, mais ça ne peut pas aller dans le bon sens. Hein. À partir du moment où on entraîne des élèves de ZEP à cliquer dans des exercices, évidemment, on ne les invite pas à écrire. Hein, donc on ne stimule pas l'écriture, évidemment, on s'apprend sur le temps de la lecture et on commence à avoir des élèves qui sont de moins en moins lecteurs. Moi, je le constate maintenant, vraiment, même dans un bon établissement scolaire, je suis vraiment dans un établissement privilégié, les élèves n'ont plus de culture littéraire. Que ça soit bien, on est en train de faire des exercices qui sont maintenant plus accessibles aux élèves. Autre chose, pour aller un peu vite, c'est l'idée de servitude. Quand les élèves sont allés pomper sur Internet le commentaire que j'avais fait, ce qui m'a gêné, c'est pas tellement la fraude, parce que c'était une blague, de toute façon je ne notais pas, etc. Ce qui m'a gêné,
c'est qu'ils aient renoncé à penser par eux-mêmes. C'est ça qui m'a gêné. Je me suis dit, mais c'est comme chercher le résultat d'une équation sur Internet. Quel est le sens de ce geste? Et ben, commenter un texte, c'est la même chose, c'est un acte personnel. Il y a plein d'exercices qui sont des exercices qui ne demandent pas d'aller sur Internet, qui ne demandent pas de recherche documentaire. Et Internet arrive à faire croire le contraire, que tout peut se résoudre, enfin, tout peut se résumer à une recherche documentaire. Et ça, c'est effrayant pour une vision, la vision qui est la mienne de la culture, parce que penser, c'est penser en tant qu'être autonome. C'est ne pas faire confiance à ce que quelqu'un dit, mais se faire confiance à soi-même. Et en fin de scolarité obligatoire, les élèves devraient être capables de comprendre si ce qui est dit dans un corrigé est lamentable, est pathétique, et à contresens, sur un sujet sur un texte qui était simple au départ. Et les élèves ne s'en sont pas rendus compte. Ils ont vraiment recopié en se disant, bon, bah, ça doit être ça. Hein. Alors on va peut-être retenir ça, voilà, le penser par soi-même comme conclusion à votre exposé, et on va laisser peut-être quelques questions à la salle. Merci. Pour les deux orateurs, et peut-être que vous aurez l'occasion de compléter votre point de vue. Un micro peut-être qui circule. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis parent. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question. Monsieur Harlet, vous avez parlé de propositions positives. Merci. En fait, je pense que, notamment les adultes qui sont ici, je pense, sont tous relativement conscients des risques que vous évoquez. Je trouve que... Enfin, moi, ma question, c'est, par exemple, ce que vous dites, vos propositions positives, pour moi, elles sont tout à fait évidentes. En revanche, en l'occurrence, moi j'ai une enfant qui a 12 ans, qui pour le moment n'a pas de portable, parce qu'on résiste, mais qui maintenant, son plus grand rêve, c'est d'avoir un iPod Touch, et elle ferait n'importe quoi pour ça. Donc pour le moment, on essaye de lui expliquer pourquoi on résiste. Et c'est une enfant qui va bien, on parle à la maison, on regarde des films, on essaye, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Et le truc, c'est l'année prochaine, elle va rentrer en 4e, elle ne peut pas être complètement différente de ses copines, mais comment on continue? Parce que je pense que, en tout cas actuellement, peut-être qu'après ça va... Mais c'est à l'adolescence, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, et comment on peut continuer à éduquer nos enfants pour qu'ils restent indépendants. La question, ça on en prend... On en prend 4. Ouais, on enchaîne les questions. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Solène, je suis parent d'élèves. J'ai beaucoup apprécié les deux interventions, énormément. En particulier celle de monsieur le professeur, parce que j'y adhère totalement. Et je pense qu'il dénonce un phénomène grave et dont il est grand temps de s'alarmer. J'aimerais ajouter, à propos du dispositif d'école, il est positionné au centre de la refondation de l'école prioritaire, comme si c'était une solution, alors que parallèlement, les classes en éducation prioritaire deviennent de plus en plus surchargées, on enlève des assistants d'éducation, et on laisse les enfants seuls. Là, j'ai vu dans le collège de ma fille avec des personnes en emploi aidé, donc qui ne sont pas du tout à même d'aider au regard critique qui est nécessaire par rapport, ça a été prouvé par rapport au manuel par exemple, ou par rapport à tout enseignement, il faut un regard critique qui est nécessaire. Là, il n'y a plus du tout de regard critique. En plus, sur des enfants en difficulté, je trouve ça d'autant plus grave, quoi. Donc, c'est présenté comme une solution. Et alors qu'avec des déclarations liminaires qui sont d'égalité pour tous, etc., avec lesquelles on adhère forcément, et alors que non seulement c'est pas une solution, mais ça aggrave nettement les choses, quoi. Et bon, ça c'est par rapport au dispositif d'école contre lequel je suis absolument, mais aussi je voulais ajouter que l'espace numérique de travail, le développement de l'espace numérique de travail a été confié sur Paris à une société de gestion de ressources humaines qui s'appelle Sopra Consulting, qui gère aussi La Poste, qui a géré France Télécom au moment des suicides. Donc c'est des gens très puissants et qui ne sont pas particulièrement réputés pour leur humanisme.
et qui disent dans leur plaquette que pour la réorganisation des sociétés, pour des sociétés dont on leur donne la charge, l'outil numérique est très important parce qu'on intègre les concepts structurants de l'outil dans l'organisation du travail en fait. Donc c'est-à-dire que par exemple le fait d'être constamment sous le regard d'autrui, on sait ce que font les gens, combien de temps ils se sont connectés, de même enfin comment dirais-je, là j'ai pas en main tous les concepts pour penser ça, mais je sens que c'est très très grave, et d'habituer les enfants à être constamment sous le regard d'autrui, c'est aussi les habituer plus tard à ce qu'on va attendre d'eux quand ils seront dans le monde de l'entreprise. Donc il y a un effet marketing, enfin je veux dire un effet commercial du fait de faire rentrer Hachette, etc., qui va rentrer dans les écoles par le genre de dispositif d'école, etc. Mais il y a aussi un effet formatage des futurs travailleurs à propos duquel il est temps de se poser des questions. Voilà. Merci. Une troisième et peut-être une quatrième, brièvement si possible, pour qu'on puisse avoir des réponses. Oui, bonjour. Donc je m'intéresse à l'impact socio-culturel du numérique. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être très synthétique. Bon, d'abord une petite remarque sur les discours de promotion du numérique dont vous avez parlé. Je voulais signaler simplement qu'il y a un discours de promotion donc qui inconsciemment dénigre le numérique, et ça va être un discours qui présente le numérique comme un tsunami, par exemple. Hein, donc là, il y a un livre récent qui vient de paraître, qui s'appelle « L'école face au tsunami numérique », et qui nous dit qu'en gros, l'école telle qu'elle existe en France, par exemple, est foutue, parce que tant qu'elle ne sera pas adaptée à cette révolution en marche, et donc en gros, faut devenir comme la Silicon Valley, quoi. Sinon l'école française est totalement foutue. Donc c'est ce discours qui passe actuellement, qui est pris au sérieux. Donc moi je voulais juste dire que quand on nous présente le numérique comme un tsunami, c'est pas forcément une manière de dire du bien. Pas très heureux. Donc c'est étonnant que les défenseurs du numérique parlent de tsunami. Alors, moi si un tsunami, je me barre en courant. Mais bon. Alors deuxième chose, je vais aller très vite et je vais être un peu simpliste. Moi je pense que en ce qui concerne ce métier d'enseignement, qui est un métier quand même assez traditionnel dans sa forme, hein, c'est quand même quelqu'un qui parle à un auditoire, il est clairement, avec les écrans, pour aller vite, il est atteint dans son essence même, et je pense qu'il est même quasiment rendu impossible. Donc je pense que même la solution la plus immédiate, ce serait de les interdire, je pense. Mais parce que bon, il est atteint en gros... l'enseignement est atteint dans la parole, dans l'usage, parce que le numérique fait usage plutôt de l'image. Donc l'enseignement, c'est habituellement plutôt l'usage de la parole. Donc là, c'est atteint. Et puis, oui, alors l'autre chose, c'est le virtuel, quoi. C'est l'emprise du virtuel. Je vais très vite, hein, faudrait développer, mais on veut promouvoir en fait des cours qui ne seraient plus en mode présentiel. Et donc, on veut en fait destituer dans le supérieur. La présence, quoi, hein, la notion de présence. Donc c'est ça qui me paraît délirant dans ces discours, hein, et qui ne fait que, à mon avis, accomplir la cybernétique, qui était un projet de société après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, voilà. Voilà, on prend une dernière et on laisse des réponses brèves de Bruno Harlet et de Loïs Bonneau. Oui, bonjour, je vais essayer d'être bref. Par avance, je m'excuse parce que je n'ai pas vu les premières interventions, donc peut-être dans ce que je vais dire, qui va être rapide, il y aura des redites. Si vous pouvez vous présenter juste. Oui, bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis éducateur à l'environnement, donc la question des écrans m'intéresse énormément, et j'ai participé d'ailleurs l'année dernière à Dijon sur un projet Dijon sans écran qui vient de EduPact. Moi, une des conséquences négatives aussi que j'ai remarqué, c'est le rapport au temps, qui n'est plus le même. À savoir que, alors ça va avec l'impression de facilité, mais j'ai la sensation,
enfants, mais aussi jeunes adultes, génération X, Y, que le rapport au temps n'est plus le même, que tout doit être rapide et qu'on ne supporte plus maintenant, beaucoup moins qu'avant, le fait de devoir attendre ou en tout cas prendre le temps nécessaire pour certaines choses. Deuxièmement, il y a une chose aussi qui m'interpelle par rapport au numérique et tout ça, c'est que l'exemple ne vient pas d'en haut. C'est qu'on voit beaucoup de politiques, de journalistes, qui ont, notamment les politiques qui ont peur de ne pas être dans le move, voilà, d'utiliser, de faire du jeunisme, comme on dit, et d'utiliser à tort et à travers Twitter et tout ça, y compris pendant les conseils des ministres, donc un peu comme pendant la classe, et qui ne donne pas vraiment, on va dire, un exemple positif. Et j'avais une troisième chose à dire, mais j'ai oublié. Alors, tant pis, on va s'en passer, on va vous donner la parole. Alors, je voudrais répondre à la dame qui parlait de l'iPad de sa fille de 12 ans à venir, l'iPad. Dans le fond, si elle a 12 ans et que vous avez porté attention à toutes ces choses-là depuis les 12 dernières années, je pense qu'elle va déjà très bien. Enfin, on peut avoir des tas d'autres soucis dans la vie, mais disons que de ce point de vue-là, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Après, je pense qu'il y a une très forte pression sociale et que l'adolescence, c'est le moment où l'être humain commence à beaucoup... Il y a un conformisme de l'adolescent qui est important. Hein. C'est probablement plus difficile de discuter. Mais même tout à l'heure, 15 ans, c'était évident qu'ils étaient beaucoup plus tard que ce qui me préoccupe moi, qui est le développement. Donc d'une certaine façon, elle est déjà peut-être un peu sortie d'affaire et je trouve que les recommandations des pédiatres, qui sont des recommandations de temps, de régulation, sont raisonnables. Enfin, je ne suis pas du tout pour quelque chose d'extrême, vous voyez, je ne suis pas pour l'interdiction ou le zéro. Après, je pense que c'est à chacun de voir, mais ce que j'observe, c'est que parmi les plus fragiles, il y a les plus gros candidats à l'addiction, même si le mot est très discuté. Et alors justement, par rapport à la question du monsieur derrière, il y a une dimension dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui est intéressante et qui rejoint quelque chose qu'a dit Loïs par rapport à l'école et au goût de l'effort, en fait. C'est-à-dire, il y a un livre des années 80 qui est brillant, qui s'appelle « Se distraire à en mourir » de Neil Postman, qui était professeur de Media Studies aux États-Unis. Et je crois qu'il dit à un moment cette phrase qui est « Dans le fond, la télévision apprend le mieux à regarder la télévision ». C'est-à-dire toutes les études qui ont été faites pour savoir si on pouvait se cultiver en regardant la télévision, oui, dans le fond, on peut certainement apprendre des choses, mais on apprend surtout à être passif devant un écran pour apprendre. Or, et là je vous recommande un livre magnifique, mais qui n'existe pas en français à ma connaissance, qui s'appelle « How Children Succeed », qui a été écrit par un journaliste américain, « Comment les enfants réussissent », et où il fait une revue de pas mal de recherches sur le sujet, et il y a en particulier un certain nombre d'études qui montrent maintenant que plus encore que la question de l'intelligence pour la réussite scolaire, ce qui est important, c'est un certain goût de l'effort et une certaine motivation. Et malheureusement, dans le cas de l'écran, la motivation, elle est toujours externe, voyez, c'est-à-dire c'est un objet qui nous séduit, et qui ne fait pas appel à notre volonté de dépasser une difficulté. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Il y a au passage des études très intéressantes où on a comparé un jeu, et le même jeu avec beaucoup d'aides, mais beaucoup d'aides exactement comme est un bon logiciel maintenant. Hein. Et en fait, les gens qui jouaient au jeu dans la version la plus austère, c'est-à-dire celle qu'on ne vous vendra jamais dans le commerce, apprenaient véritablement à résoudre la tâche. Alors que ceux qui faisaient avec toutes les aides contextuelles, oui, on avait l'impression qu'ils y arrivaient, mais 3 mois après, c'était comme s'ils jouaient au hasard. C'est-à-dire que dans le fond, ils n'avaient rien appris. L'ordinateur faisait à leur place. Je vous donnerai un dernier exemple, c'est l'exemple des jeux d'échecs sur ordinateur, parce que j'aime bien jouer aux échecs avec mes patients. Et il y en a qui reviennent de temps en temps en me disant « Ouais, tu sais, j'ai mis un logiciel d'échecs sur un iPad, etc. » Et quand vous installez en général la plupart de ces logiciels, vous cliquez sur le cavalier, vous voyez toutes les cases où peut aller le cavalier qui s'allume en vert. Voyez, et ça, je peux vous assurer qu'il y a des enfants qui croient qu'ils savent jouer aux échecs, qui cliquent sur les cases vertes et qui, après des heures passées sur ce système-là, n'ont pas la moindre idée de comment bouge un cavalier. Voyez, l'ordinateur a pensé à leur place. Et il y a une phrase de Gandhi qui dit, ça rejoint l'idée de l'outil, là, j'ai jamais vérifié la source de cette phrase, mais on me l'a donnée un jour, j'espère qu'elle est vraie, qui dirait donc, si un outil t'est utile, sers-t'en, s'il te devient indispensable, débarrasse-t'en. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
Oh, je ne peux rien dire là. Il ne peut rien dire, il a utilisé tout son temps de parole. Wow. Alors moi, ce qui m'ennuie juste quand même pour répondre à cette histoire d'iPod Touch, etc., ce qui me gêne, c'est que maintenant, on va vous demander, l'institution va bientôt vous le demander. L'institution va bientôt dire, mais vous avez besoin, vos enfants ont besoin d'être connectés avec leur application ENT pour pouvoir leur voir leurs notes, recevoir leurs devoirs, etc. Et ça, je trouve que ça ne va pas. L'institution, elle doit être une sorte de sanctuaire. Très bien si les écrans envahissent les magasins de vêtements, les bars, la rue, le métro, mais l'école, elle peut s'en dispenser. Moi, je peux faire un cours de lettres à partir simplement du texte. J'ai besoin de rien. Une craie et ça me suffit. Et alors évidemment, dans certaines matières, ça ne sera pas le cas, hein, ça sera très très bien avec des outils numériques, il ne s'agit pas de les interdire, mais d'inviter à ce que tous les enfants soient équipés d'outils numériques, c'est actuellement la vague de fond. Ça s'appelle le Bring Your Own Device, ce dont je parlais tout à l'heure. Laissez les enfants apporter leurs propres ordinateurs, leurs propres smartphones, et tout ira mieux. Eh bien non, il faut au contraire qu'on prenne conscience de tout ce qui ne va pas dans l'école, et ça, j'attends qu'on m'invite, parce que moi, je vois plein de colloques, je vois plein de réunions sur l'école numérique, on m'invite jamais. Hein. Alors, c'est pas tellement que j'ai envie d'y aller, hein, mais il n'y a pas une voix dissonante. Il n'y a pas une voix dissonante. Je suis allé une fois, on ne m'a plus jamais réinvité. Bon, il faut qu'on mange rapidement. On a un petit peu de retard, pas trop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit, 13h45 ? 1 heure ? Essayez de venir dans 1 heure ? Ouais, 13h45, voilà.